Voici l'une des histoires criminelles les plus effroyables et les plus incroyables du XXe siècle, l'affaire Lucien Léger. Vous en avez forcément entendu parler. Il a longtemps été le plus vieux prisonnier de France. Lucien Léger a passé 41 années en prison pour le meurtre en 1964 d'un petit garçon de 11 ans qui s'appelait Luc Taron. Et vous avez peut-être dans l'idée que 41 années, c'est inhumain. Salaud de juge. Eh bien, on en reparle quand vous aurez écouté son histoire, que je débrieferai tout à l'heure avec Jean-Pierre Valenzy. Quand Lucien Léger est sorti de prison en 2005, il était procureur de la République à Arras. Il a eu à se prononcer sur sa libération. La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. À quoi ça ressemble, un homme qui vient de passer 41 années en prison? À quoi ça ressemble un tueur d'enfants qui est rentré en prison à 27 ans et qui en ressort à 68 ans? C'est évidemment la question que se posent les journalistes qui, le lundi 3 octobre 2005, un peu avant minuit, attendent Lucien Léger devant la porte de la maison d'arrêt de Douai, le plus vieux prisonnier de France. Les portes s'ouvrent et apparaît un petit homme au visage creusé. Remarquez quand même, je ne suis pas un légume, comme on a écrit pendant 4 mois dans les journaux il y a 3 ans. Je vais très bien. Je vous parle d'une chose que vous connaissez peut-être pas très bien, mais que je pratique, ça s'appelle la résilience. C'est-à-dire que je subis les événements et je me relève aussitôt. Vous savez, c'est le phénix. Est-ce que vous êtes vraiment intact après 41 ans de prison? Complètement intact psychologiquement et physiologiquement. Il y a quelques années, j'étais allé faire un bilan complet dans un hôpital. Le médecin avait fait remarquer que j'avais une physiologie d'homme de 35 ans. Je suis sorti comme je suis entré. Pourquoi? Parce que grâce aux études qu'on fait en prison, grâce à l'activité qu'on a, c'est ça qui sauve les personnes. Est-ce que vous pensez que vous allez vraiment pouvoir redevenir un anonyme? Ah, mais c'est ce que je veux dire le plus possible. C'est à moi de me faire oublier. Tout le monde n'est pas pareil. C'est vrai qu'il y a eu des cas pendables, qui nous ont coûté cher. Moi, je ne suis pas dans ce cas-là. J'ai pas l'intention de faire du mal. Ils peuvent laisser trotter leurs enfants partout. Je ne risque rien, sauf que je ne veux pas tomber dans un traquenard à la Michael Jackson, vous comprenez? On dit un enfant dit qu'il t'a approché, qu'il a dit ça. Parce que ça, je m'y attends à ça. Parce que si moi je faisais une gaffe et que je retourne en prison, vous savez ce qui arrive? C'est tout le système d'application des peines qui s'écroule cette fois. Déjà Patrick Henry, vous avez vu ce que ça a fait. Ça a été un échec, mais j'espère que ce sera le dernier. Et moi je ne veux pas faire pareil. Lucien Léger grimpe dans une camionnette conduite par un ami, un boulanger qui a accepté de l'héberger à sa sortie. C'était indispensable, sans point de chute, pas de sortie. Et il file vers sa nouvelle vie. Lucien Léger était libérable depuis 1979. Dans les 26 années qui ont suivi, il a déposé 13 demandes de libération conditionnelle, toutes refusées. Pourquoi? Parce que la justice est sans cœur? Eh bien, pas sûr. Le premier critère pour libérer un condamné, c'est qu'il se soit amendé, qu'il ait assumé son crime, qu'il ait accepté sa peine. Or, depuis son arrestation, le 5 juillet 1964, pour le meurtre du petit Luc Taron, Lucien Léger clame son innocence. Pendant 41 ans, il n'a pas bougé là-dessus. Il est innocent. Il n'a pas tué le petit Luc. En général, les juges n'aiment pas du tout ces prisonniers qui s'entêtent à nier. Pour ne rien arranger, pendant toutes ces années, Lucien Léger a refusé de voir un psychologue. Pas besoin puisqu'il était innocent. Et ça aussi, ça n'a pas joué en sa faveur. Cet entêtement. C'est pour ces deux raisons que les juges d'application des peines l'ont maintenu si longtemps en prison. Ces deux raisons et son crime, qui n'est pas ordinaire, vous allez voir. Le 27 mai 1964, de bon matin, à Igny, au sud de Paris, dans le bois de Verrières, un promeneur découvre le cadavre d'un petit garçon au pied d'un chêne. 10 ans, 12 ans maximum, vêtu d'un polo marine, d'un bermuda beige et de chaussettes rouges. L'homme court à la mairie d'Igny. « Bonjour, j'arrive du bois de Verrières. J'ai trouvé le cadavre d'un petit gosse là-bas. Il faudrait appeler la police. » Et il revient avec le secrétaire général de la mairie d'Igny et un pompier, suivi de peu par les policiers et un médecin d'Igny. C'est là.
L'enfant est sur le dos. On a dû le retourner, il a les jambes croisées. Ses vêtements ne sont ni froissés ni déchirés. Dans sa poche, il y a un jeu d'osselets et une pièce de 5 francs. Le corps est encore souple et tiède. Donc il est mort très récemment. Et autour de son cou, on voit très nettement les marques de doigts et d'ongles. On l'a étranglé. Dans son nez, dans sa bouche, il y a de l'humus. On l'a donc étranglé face contre terre. Le légiste qui débarque dans la soirée se fait tout de suite son petit scénario. Écoutez, moi je pense qu'on a serré le cou d'une main, hein, et que de l'autre, on lui a maintenu le visage contre le sol. Vous voyez ? Le gamin serait donc mort étouffé. L'autopsie montre qu'il n'a pas été drogué, qu'il n'a pas non plus été violé. Et autour du corps dans la forêt, on a fouillé dans un rayon d'1 kilomètre. On n'a rien trouvé, pas un indice. C'est le commissaire Sanson, de la première brigade mobile de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui récupère l'affaire. Sa première urgence est d'identifier l'enfant. Ça devrait aller vite, il y a forcément des parents qui le cherchent, qui s'inquiètent. Et en attendant, il faut trouver son meurtrier. Le commissaire commence par entendre 2 jardiniers. Quand le corps a été retrouvé, ils binaient la terre dans leur champ de betteraves, tout près du bois. Ils ont vu quelqu'un, environ 10 minutes avant que le cadavre ne soit découvert. Ah ouais ? Ouais, j'ai vu un homme sortir du bois. À environ 50 mètres de l'endroit où le gamin a été trouvé. Quand il est arrivé sur la route, il s'est secoué comme si, je sais pas moi, il avait marché dans l'herbe mouillée ou dans la terre. Et puis après, il est parti, vers Igny. Vous pouvez me le décrire, cet homme, monsieur ? Je dirais un Nord-Africain, la quarantaine, trapu, 1m65 ou 70. Et habillé comment, monsieur ? Il portait un costume, bleu pétrole, je dirais. Le chef de gare d'Igny, lui aussi, se rappelle avoir vendu un ticket pour Paris à un homme en costume bleu. Mais quand ? Il ne sait pas précisément. Le matin de la découverte de l'enfant ou la veille au soir. À part ça, il n'y a pas d'autre piste. Ah, ça y est, on pense savoir qui est le gamin. Le commissariat du 8e arrondissement de Paris vient de tomber sur un avis de disparition. Des parents, monsieur et madame Taron, qui sont sans nouvelles de leur fils Luc, 11 ans, depuis la veille au soir. T'as vu la description ? Le petit Taron portait un polo bleu marine, un bermuda beige et des chaussettes rouges. C'est lui. Les policiers emmènent le père à la morgue de l'hôpital d'Orsay. Ils soulèvent lentement le drap. Le père éclate en sanglots. C'est bien Luc. Dans quelles conditions le petit Luc Taron a-t-il disparu de chez lui, rue de Naples, dans le 8e arrondissement de Paris ? Madame Taron raconte que la veille au soir, elle prenait le thé avec sa mère. Luc est rentré de l'école, il a goûté, et il est allé jouer dans sa chambre. Et puis à un moment, je me suis souvenu qu'en rentrant, j'avais laissé mon sac à main sur le palier. Alors je suis sorti pour le chercher. Et là je me suis aperçu qu'il manquait 20 francs dans mon porte-monnaie. Alors j'ai appelé Luc. Il m'a pas répondu. Il n'était pas dans l'appartement. Il avait disparu. Elle raconte qu'elle est descendue dans la cour de l'immeuble, qu'à un moment donné, elle l'a vu, qui marchait à pas de loup, comme un gamin qui a fait une bêtise. Elle est allée vers lui. Il s'est enfui en courant. C'est la dernière fois que je l'ai vu, monsieur le commissaire. Elle l'a attendu toute la soirée en bas, dans la cour. Il avait déjà fugué. Ça n'était pas un gamin facile, le petit Luc. Le lendemain matin, le père est allé au commissariat signaler sa disparition. L'affaire rebondit d'une manière étonnante, unique. La veille de la découverte du corps de petit Luc, dans la soirée, un couple se promène rue de Marignan, dans le 8e. Et sur le pare-brise d'une 2 chevaux, leur regard est attiré par un bout de papier sur lequel est écrit « Message urgent ». Ils se penchent, ils le retirent de l'essuie-glace, ils le lisent. Affaire du bois de Verrières. Après avoir demandé une rançon qui m'a été refusée par le père du petit Luc, je l'ai étranglé à 3 heures. C'est un avertissement pour le prochain rapt. La rançon
ou la mort. Voici les preuves que je suis bien le ravisseur de Luc. Il avait un petit livre illustré relié. Il m'a dit être né le 9 mai 1953 et que son père avait une voiture, une Ariane. Il avait du mercurochrome sur une jambe. Et c'est signé XXX. Sur le moment, ce couple n'a pas vraiment compris. Mais le lendemain, en lisant le journal, ils ont réalisé. Alors ils ont porté le petit mot à la police. Et tout est vrai. La date de naissance, le mercurochrome, la voiture modèle Ariane. Il n'y a que Luc qui a pu raconter tout ça à l'auteur de la lettre. Donc c'était un enlèvement. Un enlèvement suivi d'une demande de rançon qui a mal tourné. Le lendemain, toute l'histoire est dans le journal. On y parle de l'étrangleur, du maniaque, du fou dangereux, du tueur d'enfants. Et manifestement, monsieur XXX, ça le fait bicher. Il se met à inonder les rédactions de lettres, qu'il signe l'étrangleur avec une majuscule. C'est un pervers. C'est un très grand pervers. Et en même temps, ça sonne faux, tout ça. Et si c'était les parents qui avaient inventé cette histoire de monsieur XXX pour détourner l'attention? Et donc le commissaire Sanson, qui a des doutes, se met à s'intéresser aux parents, les tarons. Il y a de quoi. À l'école du petit Luc, les policiers vont voir la maîtresse. Cet enfant, je sais pas pourquoi, hein. Il souriait jamais. Il était toujours triste. Et les camarades de Luc confirment. Les policiers apprennent aussi que le père, c'est pas le père. Il l'a reconnu, il l'a élevé, mais ça n'est pas son père biologique. Par ailleurs, les tarons ne sont pas mariés, ils vivent en concubinage. On est dans les années 60 et ça n'est pas très bien vu. Et puis, à y regarder de plus près, les affaires du père Taron sont moins reluisantes qu'il n'y paraît. Bon, finalement, c'est le ravisseur lui-même qui fait sortir les parents de la liste des suspects. Dans une nouvelle lettre anonyme, parce que maintenant il raconte tout, lettre après lettre. Il se met à donner des détails. Genre, l'enfant, quand je l'ai vu, était égaré dans le métro. Alors je l'ai suivi, et puis je l'ai abordé. J'ai proposé de le raccompagner chez lui, mais il m'a dit « Garde-moi avec toi, je ne veux plus retourner chez moi ». Il dit qu'il l'a emmené chez lui en métro, dans le 15e arrondissement, et que c'est là qu'il a eu l'idée de demander une rançon. Il écrit qu'il a appelé le père, qui lui a raccroché au nez. Ça l'a énervé. C'est pour ça qu'il l'a tué. Et il raconte comment le petit Luc est mort. J'étais derrière lui. Je lui ai appliqué mes mains sur le cou et avec mes doigts, j'ai serré. Il s'est plié en deux, il s'est laissé tomber sur le sol. De peur qu'il ne crie, je lui ai plaqué le visage sur le sol. Il a mis au moins 10 minutes à mourir en râlant. Ça colle à 100% avec la scène de crime. C'est lui. Ça ne sont pas les parents. Les parents qui pourtant n'ont jamais parlé de cette demande de rançon. Et on va vite comprendre pourquoi à la fin de la lettre. Il dit qu'il vient seulement de réaliser que l'enfant, sans doute, lui a donné un mauvais numéro. Donc quand il a appelé pour demander la rançon, ça n'est pas le père qu'il a eu au téléphone. Il l'a tué pour rien. Incroyable lettre de revendication du meurtre d'un enfant de 11 ans. Mais ça n'est pas fini. Il envoie une autre lettre dans la foulée, dans laquelle il se cherche des excuses. J'ai été appelé en Algérie sous les ordres de Massu, j'ai été témoin de torture. Où après cela voulez-vous que je trouve la morale pour me faire épargner un enfant? Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres, mais si je pousse, c'est parce que mes racines sont là dans le fumier qu'est la société dans laquelle vous aussi, vous pataugez. Quel galimatias! Quel affreux bonhomme! Toutes ces lettres ont été envoyées de 2 bureaux de poste sur la rive gauche de la Seine. Alors faute de mieux, le commissaire Sanson décide de monter des souricières. Il met des hommes en planque devant ces 2 bureaux de poste. Et c'est pas gagné, hein, parce qu'ils ne savent pas à quoi il ressemble, ce bonhomme. Ils ne vont pas sauter sur le poil de tous ceux qui postent une lettre. D'autant que les lettres suivantes arrivent d'autres bureaux de poste. Pas bête, l'étrangleur.
Dans son dernier message, l'étrangleur pousse le bouchon encore un peu plus loin. Si mon message n'est pas publié et qu'on ne me verse pas d'argent, je tue un enfant au hasard. Autrement dit, il réclame une rançon par anticipation. Mais qu'est-ce que c'est que ce taré ? Au ministère de l'Intérieur, évidemment, c'est la panique. Et donc, toujours faute de mieux, on continue la stratégie des souricières, mais à grande échelle. On mobilise 140 policiers. Tous les bureaux de poste du 7e arrondissement sont placés sous surveillance, 24 heures sur 24, pendant une semaine entière. Et là, le journal Paris Presse fait une grosse bêtise. Mis au parfum du dispositif, il publie le plan des souricières à la une. Ah, les cons ! Au passage, notez que la bêtise journalistique ne date pas d'aujourd'hui. En attendant, l'étrangleur, bien sûr, a lu le journal. Et il riposte par une lettre. Bon courage, monsieur Sanson. Je peux quand même pas vous donner mon adresse. Pitoyable. Et ça n'est pas fini. Un autre matin, la presse s'inquiète du sort des filles de Jean-Paul Belmondo. Elles pourraient être menacées par l'étrangleur. On a vu un homme les guetter à la sortie de l'école. L'institutrice dit qu'il avait un nez frémissant. Que diable ? Finalement, c'était un paparazzi, avec un nez frémissant. L'étrangleur à nouveau se fend d'une lettre. Dites à Bébel que je ne suis pour rien dans ses soucis à propos de ses filles. J'aime trop Belmondo pour lui faire de la peine. Mais jusqu'à quand va-t-on laisser ce type se moquer de nous ? Hein ? Si je passe du temps à vous raconter tout ça, c'est parce que du côté de l'enquête, c'est la brasse coulée. Pas l'ombre d'une piste, rien, nada. On arrête bien quelques suspects et 2 heures plus tard, on les relâche un peu piteux. Et des lettres, il en arrive tous les jours. Quelquefois même 2 lettres dans la journée. Au total, on en est à 56 lettres. C'est un joueur, l'étrangleur. Et c'est un narcissique. Vous allez voir. Le 27 juin, pile 1 mois après la découverte du corps du petit Luc, un jeune homme se présente au commissariat du 7e arrondissement aux Invalides. Bonjour monsieur. Voilà, je viens de vous déclarer le vol de ma 2 chevaux, bleue. On me l'a volée hier soir. Je peux vous dire, il y avait 8 litres d'essence dans le réservoir, et le compteur affichait 37 800 km. Entendu monsieur. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Léger. L-E-G-E-R. Lucien. Le policier prend bonne note, et le lendemain, l'autre revient, sa 2 chevaux, finalement, on la lui a ramenée sur le parking de l'hôpital où il travaille. Et je voulais vous dire, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des taches de sang sur le tapis de sol, et aussi sur les portières. Il n'y en avait pas avant. Le policier va voir dans la douche, effectivement, on dirait du sang. Bien écoutez, monsieur Léger, on va la garder, votre voiture, quelques jours. J'espère que vous n'en avez pas besoin. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis infirmier. Je suis infirmier en psychiatrie. Bon, écoutez, très bien, monsieur Léger, on vous tient au courant. Le 2 juillet, Radio Luxembourg reçoit un coup de fil de l'étrangleur. Écoutez-moi bien. Je ne me répéterai pas. C'est moi qui ai volé la voiture de monsieur Léger, auprès duquel vous pouvez vérifier en appelant Solferino 4049. J'ai tué dedans ma 5e victime. De la part de l'étrangleur qui vous salue. C'est la crime du 36 quai des Orfèvres qui a hérité de l'enquête sur la 2 chevaux ensanglantée. Le commissaire Poisblanc décide de convoquer le propriétaire de la voiture, le jeune Lucien Léger, qui se pointe dans son plus beau costume. Poisblanc se penche sur son pantalon. « Dites donc, monsieur, c'est pas des taches de sang, ça ? » ?»« Oh oui, c'est bien possible avec mon métier d'infirmier. » À part ça, le commissaire veut tout savoir. Ses horaires, ses itinéraires. Et puis à un moment, au pif, au tarin. C'est ça qui fait un grand flic, le pif. Il lui dit « Dites-moi, monsieur Léger, j'y pense. Pourriez-vous me montrer un exemple de votre écriture ? » Ah, mais bien entendu. Voyons ce qu'il y a dans mon portefeuille. Ah ben, tenez cette carte. Et là, il lui tend une petite carte.
Le commissaire la retourne. Au dos sont inscrits les numéros de téléphone de tous les médias parisiens. Paris Jour, Le Parisien, François, l'Aurore, Europe numéro 1. Et l'écriture. Poivlan n'est pas expert en graphologie, mais l'écriture ressemble beaucoup à celle de l'étrangleur. Beaucoup. Dans le portefeuille de ce Lucien Léger, il y a aussi des photomatons. Et sur l'une de ces photos, on le voit qui sourit et qui pointe un pistolet, un jouet. C'est ça qui va le perdre, ce photomaton. Car figurez-vous que l'étrangleur a envoyé un tout petit fragment de cette photo au père du petit Luc Taron. Nom de Dieu, c'est lui, c'est Lucien Léger. Il a poussé le narcissisme jusqu'à venir narguer la police chez elle. Quel tordu! Poivlan perquisitionne le logement de ce Lucien Léger, une modeste chambre d'hôtel à la Tour Maubourg, dans le 7e. Il y découvre tout un matériel de dessin et de découpage, une liste de tous les reporters de Paris avec leurs coordonnées, et un portrait robot de l'étrangleur tel que la presse l'a publié, auquel il a rajouté des cheveux bruns et des lunettes teintées, de sorte qu'il lui ressemble. Mais quel tordu! Mais quel foutraque! Le samedi 4 juillet 1964, à 10h du soir, Lucien Léger est placé en garde à vue à la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Toute la nuit, il résiste. Mais à 9h du matin, épuisé par le feu roulant des questions, il craque. Oui, il a rédigé toutes les lettres signées l'étrangleur. Oui, c'est lui qui a tué le jeune Luc Taron. Et il s'effondre, en pleurs. Il est emmené dans la foulée devant le juge Seligman à Versailles. Il est exactement 8h15 et Lucien Léger sort dans une voiture de la police de la première brigade mobile et s'en va vers Versailles. Il sourit aux photographes qui le prennent, il nous fait le signe de la main. Environ 300 personnes s'agitent. Madame, c'est l'étrangleur ? Oui, c'est l'étrangleur. Depuis quelle heure vous êtes là ? On est là au moins depuis 2 heures. Le juge, évidemment, cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a tué ce gamin ? Pas pour le violer, puisqu'il n'a pas été violé. Et pas même déshabillé. Mais disons que c'est un enchaînement de circonstances. Il m'a dit qu'il voulait pas rentrer chez lui. Alors je l'ai emmené faire un tour en voiture. Et puis arrivé près du bois, je l'ai emmené faire pipi sous un arbre. Et après, ça a été une pulsion. Inexplicable. Et d'ailleurs, au cours de la reconstitution qui suit, il refuse de refaire le geste. Ah non, pas ça, c'est pas moi qui suis là, ça peut pas être moi, je veux pas, c'est trop horrible. Un an plus tard, en juin 1965, Lucien Léger se rétracte. Il revient sur ses aveux. Finalement, c'est pas lui. Les lettres aussi, mais c'était pour brouiller les pistes, à la demande d'un homme qui voulait se venger du père. Voilà. Et cet homme, monsieur Léger, comment s'appelle-t-il ? Henri. Il s'appelle Henri. Moi, je pensais qu'Henri en liberté fait ce qu'il faut, quoi, pour me sortir du mauvais drap dans lequel il m'a mis. Puis je constate qu'il n'en est rien. Donc maintenant, j'arrête de porter le chapeau, quoi. Le juge, vous vous en doutez, n'en croit pas à un mot. Mais par acquis de conscience, il se met à chercher en Henri, qu'évidemment, il ne trouve pas. Et finalement, Lucien Léger est renvoyé devant la cour d'assises pour le meurtre de Luc Taron. Ou soyons clairs, il risque la guillotine. Le procès s'ouvre le 3 mai 1966. Pour le défendre, Lucien Léger a choisi Maître Albert Naud, qui est un adversaire passionné de la peine de mort. Maître Naud, c'est le Dupond-Moretti des années 60. C'est pas le genre à lâcher le bout de gras. C'est le genre à se battre jusqu'au bout pour son client.
Voilà comment il a bâti sa défense. Pour lui, Lucien Léger a tué le petit Luc Taron. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais il était dans un état délirant, qui pourrait être la conséquence d'une lésion crânienne, figurez-vous. Si, Léger aurait une excroissance osseuse qui comprimerait une partie de son cerveau. Et puis au moment des faits, il était en surmenage, et il piochait allègrement dans la pharmacie de son hôpital pour tenir le coup. Anxiolytique le soir, amphétamine le matin. Enfin, il serait épileptique, et c'est au cours d'une crise qu'il aurait étouffé le petit garçon. Il fait son job, Maître No. Il défend. Et c'est d'autant plus compliqué que derrière lui, dans son box, son client n'est pas du tout sur cette ligne. Lui, il est innocent. Le président lui demande: « Mais qui est cet Henri, monsieur Léger ? Je peux vous le décrire si vous voulez. 1m85, brun, grand, les lunettes cerclées d'or. C'est un ancien policier de la DST. Il a aussi été correcteur, je crois, dans une maison d'édition. Monsieur Léger, vous ne croyez pas que c'est le moment de finir le roman de l'étrangleur ? Hein ? Vous ne croyez pas que c'est le moment de dire la vérité ? Je vous en supplie, monsieur Léger. Tout le monde ici vous en supplie. Le meurtrier ne sait peut-être pas pourquoi il a tué, mais il sait comment il a fait. Il doit le dire. Je vous donnerai l'identité d'Henri, mais après le verdict. Jusqu'au bout, il joue. L'avocat général se lève pour plaider. Ce que je sais, moi, c'est qu'un enfant est mort. Alors bien sûr, je ne sais pas pourquoi cet enfant a été tué. Quel que soit le mobile, il m'est apparu que le responsable ne peut pas échapper au châtiment suprême. Cela étant dit, je souhaite que Maître No réussisse à faire admettre des circonstances atténuantes. Oui. Personnellement, je ne leur ferme pas la porte. C'est rare, ça. Un avocat général qui laisse les portes ouvertes, c'est rare. Et maintenant, c'est à Maître No de plaider. Il se tourne vers son client, Lucien Léger. « Monsieur Léger, je veux mériter votre confiance, voyez-vous. Et donc je ne plaiderai pas le personnage du mystérieux Henri. J'ai trouvé assez indigne de le faire. Luc, Léger, deux solitaires, deux isolés, de malheureux, de taciturnes. Dieu sait quelle mystérieuse attirance a pu naître entre ces deux êtres. Léger n'a-t-il pas trouvé en cet enfant qui traînait dans le couloir du métro un frère, un petit frère, lui qui aimait tant les enfants et qui avait si peur des hommes, un petit frère avec lequel le dialogue, tant espéré, aurait pu s'engager. Et puis arrivé au bois de Verrières, qu'est-ce qui a pu se passer ? Là, messieurs les jurés, je pense tout haut, je ne cherche pas à vous tromper. Mais est-il possible de penser que Luc ait eu peur soudain ? Est-il possible que l'enfant ait pris soudain conscience qu'il ne s'agissait pas d'un jeu ? Est-il possible d'imaginer que Léger ait senti brusquement qu'il y avait quelque chose en lui de caché, de castré, une sorte de pulsion sexuelle, qui l'aurait poussé à commettre un acte qui le dépassait ? Et dans un silence absolu, Maître No termine sa plaidoirie par une supplique. Tout ce que vous voudrez, mais surtout pas la mort. Surtout pas la mort. Les jurés se retirent et ils rendent leur verdict. Lucien Léger est-il coupable ? Les jurés ont répondu oui. A-t-il agi avec préméditation ? Les jurés ont répondu non. Lucien Léger est condamné à la prison à vie. Il va donc passer 41 années en prison, jusqu'à devenir le plus vieux prisonnier de France, jusqu'à sa libération en octobre 2005. À cette date-là, il a voulu qu'on dîne ensemble, tous les deux, un soir, dans une brasserie de la rue Bayard, à Paris, tout près des Champs-Élysées.
Je ne peux pas dire qu'il était antipathique, loin de là. Mais il a passé tout le dîner à me dire qu'il était innocent. Il voulait m'envoyer des documents pour le prouver. Il n'avait pas bougé d'un iota. Lucien Léger est mort 3 ans plus tard, à l'âge de 71 ans. Incroyable histoire que je vous ai racontée aujourd'hui et que nous allons débriefer de manière assez inhabituelle, non pas avec quelqu'un qui était un acteur de cette enquête, il n'y en a plus guère aujourd'hui qui soit vivant, mais avec quelqu'un qui a été un acteur de sa libération en 2005. Il s'agit donc de Jean-Pierre Valenzy, procureur de la République d'Arras dans le Pas-de-Calais. À l'époque, peut-être qu'on pourrait commencer naturellement, Jean-Pierre Valenzy, par un mot sur cette histoire que sans doute vous ne connaissiez pas dans le détail et que vous avez redécouverte à l'instant. C'est une histoire atroce, véritablement très émouvante et qui a atteint la vie des parents jusqu'à leur mort. Vous les avez vus, vous, les parents? Ah non, non, non. Ils n'étaient pas présents en 2005? Ils n'étaient pas présents, non. Je voudrais qu'on en profite pour faire un peu de pédagogie. Comment est-ce que ça se passe, le traitement d'une demande de libération conditionnelle comme celle-là? Techniquement, qu'est-ce qu'on vous demande? Dans quel cadre? Il s'agit d'une commission d'application des peines, c'est ça? Avec tout un tas de gens qui la composent. Non, non, non. Il s'agit d'un tribunal de l'application des peines. À l'époque, il s'agissait d'un tribunal de l'application des peines. Et je crois que c'est toujours la même juridiction qui statue. Et la législation, il faut le préciser, a évolué. Avant le tribunal de l'application des peines, il y avait une commission de libération conditionnelle qui était au niveau régional avec une possibilité d'appel au niveau national. Puis on a créé le tribunal d'application des peines et il y avait donc à Arras un tribunal d'application des peines qui a instruit cette affaire avant de prendre la décision dont j'ai relevé appel plus tard. Techniquement, qui prend la décision et qui donne son avis? Donne son avis l'administration pénitentiaire, donne son avis la victime, donne son avis le procureur de la République et la décision est prise par le tribunal d'application des peines composé d'un président, en l'espèce il s'agissait d'un vice-président de l'application des peines et de 2 juges de l'application des peines. Il est là présent, Lucien Léger? Oui, il était présent. On lui pose des questions? Quel genre de questions? Oui, on lui a posé des questions sur notamment sa volonté de réinsertion et sur le fait de savoir s'il acceptait de se soumettre à des mesures de soins s'il était placé en libération conditionnelle. Et il dit quoi, puisqu'il n'a jamais voulu se soigner? Alors là, il a accepté de se soigner. Il a indiqué qu'effectivement, il se soumettrait aux mesures qui lui seraient imposées. Vous dites que les victimes étaient représentées par un avocat. Alors, les parents sont encore vivants à cette époque-là? Alors, à cette époque-là, en 2005, le père est mort en 2001. Mmh. La mère est encore vivante. Autant que je me souvienne, en fait, il y avait eu une enquête et on avait interrogé la mère. Elle n'était pas présente ni représentée à l'audience, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'avocat. Mmh. Mais elle s'opposait ou pas à la libération? Alors, elle déclarait très exactement que ça lui ferait du mal et que s'il fallait que ça se fasse, ça se ferait. Enfin, elle était d'une très grande dignité, mais elle demandait 3 choses. Premièrement, qu'on interdise à Lucien Léger de se rendre dans la région parisienne. Deuxièmement, qu'il se soumette à une mesure de soins. Et troisièmement, qu'il lui soit interdit de donner des interviews ou d'écrire un livre sur cette affaire. Comment est-ce qu'il se comporte, lui? Quelle impression il vous fait? Parce que quand on l'entend sortir de prison, au début de mon histoire,
honnêtement, on entend un type qui est à côté de ses pompes, qui est quasi délirant, qui dit des choses qu'on ne lui demande pas, qui dit vous pouvez laisser trotter tous les enfants que vous voulez autour de moi. Enfin, toutes ces choses-là sont maladroites. Quelle impression vous fait-il à vous? Alors, il est très, très bavard. Il a ce qu'on appelle une logorée. Et ensuite, il est assez revendicatif sur le fait qu'il est soumis à un traitement inhumain en raison de ses 40 ans de détention. Quelle est votre position à vous, en tant que procureur de la République, donc interrogé par le tribunal d'application des peines? Vous êtes favorable à sa libération? Alors, je suis défavorable. Le parquet a le devoir d'appliquer la loi, et en l'espèce, c'est l'article 729 du Code de procédure pénale qui s'applique, et qui, pour une libération conditionnelle, dispose qu'il faut, d'une part, rechercher la réinsertion du condamné, et d'autre part, prévenir les risques de récidive. Or, je me suis fondé sur l'expertise psychiatrique qui avait été déposée par 2 médecins psychiatres le 16 juin 2005. Et cette expertise psychiatrique, elle notait que M. Léger était paranoïaque et narcissique, qu'il y avait un risque de récidive restreint, c'est-à-dire qu'elle n'excluait pas la récidive. Et par ailleurs, elle notait également qu'il y avait un risque de décompensation brutale pour Lucien Léger s'il était remis brusquement en liberté. Ce genre de décision, monsieur le procureur, qui implique la libération du plus vieux prisonnier de France, on reçoit un petit coup de fil de la chancellerie avant? Le parquet ne reçoit pas de coup de fil de la chancellerie. Vous savez que la chancellerie n'intervient jamais dans les affaires particulières. Mais en vrai... Mais bien entendu, j'en avais rendu compte au procureur général pour lui faire un exposé des éléments de ce dossier et lui dire ma position. Et lui-même avait parlé au cabinet du ministre. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de coup de fil, pardon. Très exactement, il y a, et ça c'est une certitude, il y a pour le parquet le devoir de rendre compte au procureur général, et bien entendu, le procureur général rend compte à la chancellerie. Ça, c'est le fonctionnement normal des institutions. Alors, j'ai une question pour terminer un peu philosophique, Monsieur Valenzy. Je fais appel là au vieux routard de la justice que vous êtes, mais ce genre de tueur est ce qu'on appelle un psychopathe. Il est inadapté aux règles humaines, doublé d'un narcissisme absolument incroyable. L'autre n'existe pas pour lui. Pour la justice, ça n'est pas un malade mental. Mais quel sens ça a de l'envoyer 41 années en prison? Alors, s'il est resté 41 années en prison, c'est une question de procédure. À savoir que, comme il n'y est, il ne cherchait pas à se réinsérer, d'une part, et d'autre part, il n'acceptait pas des soins. Et donc, au vu de l'article 729 du Code de procédure pénale, il y avait des éléments qui permettaient de penser qu'il y avait peut-être un risque de récidive. Or, le parquet a pour rôle de prévenir la récidive et le sens de la peine, c'est de permettre ensuite aux condamnés de se réinsérer. Et en espèce, pendant longtemps, on n'a pas été dans ce cas. Mais ma question était la suivante, au fond. Est-ce que vous convenez qu'il y a un problème entre la définition de ce qu'est la maladie mentale, qui exclut la prison, on va en hôpital psychiatrique, et la normalité? Ce type n'est pas normal, on l'envoie en prison parce qu'il n'est pas non plus malade mental au sens de la loi actuellement, et on ne sait pas quoi en faire, en vérité. Alors là, moi, ce que j'ai connu à travers le dossier, c'est que M. Léger n'était pas un malade mental et qu'il avait une personnalité de type paranoïaque et narcissique, mais qu'il n'y avait ni psychopathie ni perversion. Ça, c'est ce qui est marqué, notamment dans la dernière expertise, celle qui a servi à la libération conditionnelle. Mais en même temps, il n'est pas réinsérable, donc qu'est-ce qu'on en fait? Parce que il n'était pas réinsérable parce qu'il ne faisait pas d'efforts, mais à partir du moment où il a fait des efforts, et là, cet effort a été fait parce qu'il acceptait un travail de bénévole à la Croix-Rouge de Douai,
la justice a admis qu'il faisait un effort de réinsertion et qu'on pouvait le libérer, les chances de réinsertion étant réelles. Il est mort à 71 ans, Monsieur Valenzy, c'est-à-dire 3 ans après sa sortie. Est-ce qu'on peut considérer que la prison l'a tué à petit feu? Écoutez, je n'en sais strictement rien. Il est mort parce qu'il avait eu auparavant des problèmes cardiaques, parce qu'il y avait un dossier médical et je l'ai consulté, et il avait eu un problème cardiaque quelques années auparavant. Il est mort des pathologies dont il était affecté. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait qu'il ait été incarcéré pendant 40 ans. Merci Monsieur Valenzy, ex-procureur de la République d'Arras dans le Pas-de-Calais, qui débriefait cette histoire de Lucien Léger aujourd'hui. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.